Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce webinaire commercial et industriel sur vos projets de stockage en Romandie avec Huawei. Je vous propose qu'on fasse une première petite présentation comme d'habitude sur SolarMart et puis qu'ensuite je donne la parole à Gabriel Blaise. Hop là. Comment vous pouvez interagir dans ce webinaire? Les questions, Gabriel, enfin, tu me corriges, peuvent être répondues à la fin. Je ne sais pas si toi tu préfères qu'on le fasse au milieu aussi. Non, alors le mieux, c'est si tu es en ligne et que tu vois les questions, n'hésite pas à m'interrompre Ok, et comme ça, on les traite au fur et à mesure. parfait. Alors on fait Et les questions au fur et à mesure, puis forcément, à la à la fin, s'il nous reste 5 minutes, on laisse encore 5 minutes Ouais, pour ça marche. traiter ce qui reste éventuellement. Et puis vous avez l'opportunité de pouvoir réagir aussi via le chat ou directement en levant la main. La présentation, elle est enregistrée. Les slides vous seront envoyés aussi par mail après la présentation et vous trouverez un replay en français sur notre chaîne YouTube. SolarMark, donc partenaire solaire leader en Suisse, avec plus de 35 ans d'expérience dans le photovoltaïque. On s'est développé il y a plus d'une dizaine d'années en Suisse romande. On a pas mal d'actions maintenant pour essayer d'être un peu plus présent aussi dans cette Romandie. C'est plus de 105 personnes pardon, qui sont présents majoritairement à Arau et dont certains vendeurs sont aussi présents en Romandie pour vous rencontrer. Partenaire de compétences, hein. Il n'y a pas seulement de la livraison, manutention de matériaux, mais aussi on fait des études statiques. Donc dès que vous avez un projet, que ce soit une maison, une étude pour les batteries, vous pouvez nous l'envoyer. On vous calcule le matériel et bien sûr on vous fait le dimensionnement technique. Il y a des assistances aussi au montage. Si c'est une première fois que vous installez une certaine structure, mise en service aussi, on le fait. Il y a un support technique qui est fait avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat. Et là, par rapport au matériel de prêt, on fait une petite pause, hein, ça va reprendre après août. Vous pourrez utiliser pour vos différents événements. On a aussi de la thermographie et de l'électroluminescence qu'on propose via un partenaire. Au niveau des accumulateurs CNI, sur notre site web, sous l'onglet Connaissances solaires, vous retrouvez différentes informations hein, pour avoir déjà des premiers éléments pour pouvoir dimensionner vos batteries. Il y a un webinaire qu'on a donné aussi sur l'entreprise VGT, donc le trading de l'énergie, qui est aussi assez intéressant de matcher avec ces grandes batteries de stockage. Il est donné en français, vous le retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ventes de systèmes de stockage, ce qu'on peut voir sur l'ensemble de SolarMart, c'est qu'on a bien évolué hein, depuis les années 2023-2024, hein, avec des chiffres qui étaient plutôt tendance à la baisse. Mais là, pour 2025, on a fait 7 fois plus de systèmes de stockage et ça représente 11 fois plus de capacité. Au niveau des chiffres, en 2026, on va aussi augmenter cela. Je ne sais pas encore de combien, je n'ai pas eu le temps encore d'analyser ces éléments. Mais vous voyez qu'on a plutôt une tendance qui est positive par rapport à ces batteries de stockage. Au niveau des formations, voilà, on a aujourd'hui avec Huawei sur le grand stockage. Jeudi aussi, il y aura Solar Manager qui va venir vous parler de l'autoconsommation avec ce produit. Et après, on va gentiment faire une petite pause pendant la période de juillet et août pour repartir sur septembre. Il y aura d'autres webinaires et formations pardon, présentielles qui seront rajoutées sur notre site web. Donc n'hésitez pas à toujours aller checker ou regarder dans vos mails. Moi, je vous envoie assez les informations. On est dans le processus de recrutement pour ce spécialiste technique. Vous le retrouvez ce poste sur LinkedIn ou directement sur notre site web ou d'autres partenaires de ressources humaines. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience du terrain dans le photovoltaïque, qui parle à un petit niveau d'allemand, donc il faudrait en tout cas un niveau B1 pour pouvoir collaborer avec la maison mère qui est située à Arau. Donc n'hésitez pas à postuler. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter directement. On vient de lancer il y a quelques semaines une hotline pour la Romandie. C'est le numéro qui s'affiche sur l'écran. Ça vous permet de ne pas passer par le standard allemand et de passer directement et de vous retrouver avec la vente interne. Vente interne qui sont ces 4 personnes que vous voyez à l'écran. Paola, depuis plus de 18 ans, elle est présente sur leur marque. C'est elle qui a développé
la Romandie avec Jean-Philippe, aussi conseiller de vente. Vous avez son adjointe, Serena, qui, elle, ça fait à peu près 4 ans aussi qu'elle est là. Et ensuite, vous avez deux nouvelles personnes, deux nouveaux collaborateurs, Lourdes et puis Florian, qui nous ont rejoints depuis 7 mois. Donc, ils sont un petit peu au début de la formation aussi. Et c'est eux que vous avez au téléphone directement. Hop là. Ensuite, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a différents contenus qui est publié de plus en plus en français. Je suis assez content parce qu'on partage aussi vos réalisations, vos références de projets. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'étais dans le photovoltaïque depuis à peu près 6 ans. Je travaille chez un distributeur d'équipements de onduleurs aussi en Valais, qui eux ont fait de l'installation ensuite par après. Ensuite, j'ai un gestionnaire de réseau sur Fribourg et Vaud. Et puis là, j'ai eu l'opportunité de faire quelques installations. Vous avez mon contact disponible sur l'écran et la possibilité de scanner le QR code pour me rejoindre sur LinkedIn. Intersolar, justement, comme on parle un petit peu de LinkedIn, je serai présent du 23 au 25, 23 et 24 sur le stand de BayWa, où on pourra parler de nouveautés gras. Et puis le 25, je serai aussi présent voilà, pour Huawei, faire un tour du stand aussi avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un intérêt. Et puis Gabriel sera aussi là. Et voilà, pour ma part, j'en ai fini. Je vais gentiment te donner la présentation. Alors, tac, mode, petit instant, sous modérateur. Hop là. Alors, normalement, tu peux partager tes slides, Gabriel. Ouais, j'ai pris, voilà, tout le parti de là. Ça, ça fonctionne comme ça? Là, je vois tes slides, ouais, et je t'entends. Ouais. Bonjour à tous, Gabriel Blaise, donc business developer pour Huawei depuis 4 ans maintenant. Je prends le relais de Ahmed Saoudi, qui est le Solution Manager pour la batterie commerciale et industrielle chez Huawei. Je ne vais pas représenter tout Huawei parce que ça prendrait trop longtemps, mais j'aime bien parler de quelque chose aussi de toujours d'un peu qu'est-ce qui se passe chez Huawei au global, quelque chose d'un petit peu extérieur à la partie solaire. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. La loi de Moore, c'est ce qui fait que tous les 2 ans, le nombre de transistors sur une surface de circuit électronique double. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos téléphones, ils ont une capacité de calcul bien supérieure aux ordinateurs qui ont envoyé des fusées sur la Lune dans les années 60. Sauf que maintenant, on arrive un peu aux limites de la loi de Moore au niveau de la taille des transistors. On arrive à l'échelle de quelques nanomètres. Et on arrive un peu à la limite de cette loi qui n'était pas vraiment une loi physique, mais plutôt quelque chose d'empirique. Et les nouveautés chez Huawei, c'est on est passé sur la loi de Thot, qui a été présentée par la directrice de la division semi-conducteurs. Et donc l'idée, c'est d'arrêter avec l'optimisation des transistors à l'échelle géométrique, c'est-à-dire qu'on faisait toujours le double de transistors sur la même surface, donc tous les 24 mois, et plutôt d'optimiser la rapidité du calcul au niveau des transistors. Et donc c'est ça qu'on appelle la loi d'échelle de Thot. Et on arrête en fait de raisonner en 2D en juste diminuant la taille des transistors, mais on commence à réfléchir en 3D et donc à empiler les couches de transistors les unes sur les autres et à changer toute l'architecture des puces pour que ça corresponde à cette nouvelle façon d'agencer les transistors. Et donc, voilà, c'est ça qui sera un peu la base de la recherche et du progrès de la puissance de calcul dans les prochaines années chez Huawei, et probablement que ce sera repris aussi à l'échelle de toute l'industrie des semi-conducteurs. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est un peu encore confidentiel, mais je pense que c'est vraiment un tournant important, donc peut-être dont on va reparler dans les prochains temps. Puis comme ça, vous êtes déjà un petit peu au courant.
D'ailleurs, si on parle de nouvelles choses où vous pouvez être au courant un petit peu avant les autres, concernant ces batteries commerciales industrielles, on va baisser les prix. Donc, si vous avez des projets en cours, voilà, d'ici les prochains jours, vous pouvez peut-être même déjà regarder sur votre compte SolarMart si la promotion a déjà été actée. Donc là, on a mis une baisse de prix relativement importante. Côté Huawei Suisse, donc je rappelle, je ne suis pas tout seul, on a 350 à 400 personnes sur Huawei Suisse, et la partie Digital Power, c'est une équipe de 27 personnes. Donc on a aussi du support avec 4 personnes, 4 ingénieurs qui répondent au téléphone toute la semaine. Quand eux ils sont absents, on a après le centre de support mondial en Roumanie qui prend le relais, aussi avec des personnes qui parlent différentes langues. Donc au final, on a un support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc ça, c'est côté support. On a aussi forcément marketing, finance, et puis donc mes collègues de la partie solution pour les questions techniques relativement pointues. Comme SolarMarks, on recrute aussi. Donc, on a un poste de Field Service Engineer, donc vraiment d'ingénieur qui puisse aussi accompagner sur place les installateurs et donc les visiter régulièrement, parce que j'ai pas forcément, j'ai pas le temps de visiter tout le monde. Donc, on continue d'étoffer l'équipe à ce niveau-là. Et un autre poste aussi pour l'outline, puisque maintenant on a, donc comme je dis, on a 4 ingénieurs, dont un qui parle italien, un qui parle français, ils parlent tous anglais, et 3 qui parlent allemand. Et on en cherche encore un supplémentaire qui soit francophone aussi pour prendre le relais de Fabio, qui est le team leader du centre d'assistance technique. Mais forcément, en tant que team leader, des fois, il a d'autres tâches que de répondre à l'assistance technique. Donc voilà, pour doubler un peu la capacité sur la partie francophone, on cherche encore une personne en plus. Pour la gamme, donc pas d'évolution majeure comparée aux derniers temps. On a toujours le MC0 qui est sorti il y a quelques mois, donc avec des puissances de 30 à 50 kW, toujours avec les tenseurs type 1+2 dès le 30 kW, et donc ça c'est valable jusqu'au 150. Sur les grands onduleurs, on a aussi même maintenant un onduleur de 500 kW, en 800 volts pour vraiment les grands projets. Et donc là, on a le container de 5 MWh. D'ici l'année prochaine, on aura aussi des containers de 6,25 MWh qui intégreront aussi les PCS directement dans le container pour gagner encore plus de place. Et puis la Luna 2000 S1, donc on a aussi réduit le prix. Donc, alors que bon, c'est un peu par rapport à la pression concurrentielle, parce qu'on sait que les pressions de prix sont plutôt à la hausse. Le prix du lithium a tendance à augmenter. Au niveau de la Chine, la politique internationale, ils ont diminué certains rabais sur des taxes à l'exportation. Donc, avant, on avait des rabais pour favoriser l'exportation, mais ça, on est en train de les retirer progressivement, ce qui fait augmenter les prix. Mais d'un autre côté, voilà, comme il y a beaucoup de concurrence et que le marché se développe rapidement, et donc un peu une lutte pour les parts de marché, on a réagi aussi en conséquence en adaptant les prix. Au niveau des produits, donc le Merck 600 watts PA0, il est sorti depuis un moment. On va changer le nom. Il va retourner à Sun 2000, mais ce sera le même produit. Donc, si vous vous retrouvez sur le shop de SolarMart avec les Sun 2000 600 watts PA0, ce sont bien les mêmes que les Merck 600. Et donc, maintenant, vous pouvez faire de l'optimisation partielle aussi sur ces optimiseurs. Pour ça, vous avez besoin de mettre à jour l'onduleur. Donc, il faut bien mettre à jour tous les appareils, et normalement, vous pouvez faire l'optimisation partielle selon les mêmes règles que précédemment avec les Sun 2450 watts P2 et les Sun 2600 watts P. Au niveau des MC0, donc il y a des nouvelles fonctions par rapport à l'ancien M3, notamment la détection d'arc qui a été élargie de 200 à 450 mètres, pour pouvoir vraiment détecter un arc où qu'il soit sur l'installation, même si le string est relativement éloigné de l'onduleur. Et aussi tout ce qui est protection contre les courants de court-circuit à la terre. Ça veut dire que si on a un
court-circuit au niveau DC avec la Terre, ça fait un courant de court-circuit très important au niveau de l'onduleur, qui sur toutes les autres marques d'onduleurs et sur toutes les versions précédentes aussi chez Huawei endommageait l'onduleur, et en plus on était hors garantie par rapport à ce type de court-circuit. Et donc maintenant, avec cette fonction de protection, on a changé les composants pour qu'ils puissent tolérer un court-circuit très important pendant quelques millisecondes, et en 15 millisecondes, l'onduleur détecte le court-circuit et s'arrête. Donc ça, c'est une solution que normalement vous n'êtes pas amené à utiliser fréquemment, parce qu'un court-circuit côté DC, c'est relativement rare, mais si ça vous sauve votre onduleur à 3 ou 4 000 francs, c'est autant d'économiser, parce que sinon, ce n'est pas sous garantie. Et donc, j'ai eu des cas avec des installateurs qui ont eu ce type d'incident avec d'autres marques Huawei, mais au final, ça aurait été avec les M3, ils auraient eu le même souci. Par rapport à l'évolution des panneaux, on a aussi augmenté l'ampérage des MPPT, et donc on arrive à un ampérage asymétrique, donc avec 30 ampères sur le MPPT 1 et 30 ampères sur le 4. Donc le 2 et le 3, ce sont les MPPT où on peut doubler les chaînes si j'ai un panneau qui fait, mettons, 16 ampères de courant IMPPT. Donc là, il faut faire un petit peu attention, aussi bien au moment du design qu'au moment de la mise en œuvre, de doubler les bonnes chaînes. Après, si vous doublez les chaînes sur le MPPT1 à la place du 2, vous risquez surtout de perdre un peu de courant. Donc, ce n'est pas bon pour l'efficacité, mais ce n'est pas non plus un drame si vous faites l'erreur. Du côté de la batterie commerciale et industrielle, donc on a aussi changé les cellules, ça depuis déjà plusieurs mois. Donc on est passé de 215 kWh à 241 kWh pour la même armoire. Et donc un prix au kilowattheure aussi qui a baissé, et encore plus récemment. Et au niveau du contrôleur, on a le nouveau Smart Logger 5000 qui permet de brancher un compteur directement des tors directement sur le Smart Logger. Donc le Smart Logger peut faire office de compteur. Et on a le Smart MGC 5000, qui est un peu la version premium du Smart Logger. Et MGC, ça veut dire quoi? C'est Microgrid Controller. Donc, avec le microgrid controller, vous pouvez aussi faire du backup. Alors après, il vous faut quand même encore, tout comme précédemment, des éléments supplémentaires dans l'installation. Mais en tout cas, pour gérer un backup, vous allez vous porter sur ce Smart MGC 5000. Et de la même manière que le Smart Logger 5000, vous pouvez aussi brancher directement des tors dessus. Et vous pouvez aussi gérer une installation avec des onduleurs tiers, d'une autre marque que Huawei. Puisque avant, quand vous aviez des onduleurs d'une autre marque, vous deviez impérativement utiliser un EMS tiers type Solar Manager, et c'était le Solar Manager qui devait à la fois communiquer avec les onduleurs tiers et communiquer avec la partie batterie de Huawei. Maintenant que vous avez le Smart MGC 5000, vous pouvez juste rajouter un compteur supplémentaire, et le compteur supplémentaire va regarder la production de la partie photovoltaïque, et puis il va ajuster le comportement de la batterie en fonction. Côté des containers, donc il y a encore différentes tailles. On a le 2,5 MWh et le 5 MWh, et donc ce que j'évoquais tout à l'heure, l'onduleur de 500 kg pour les grandes installations. Donc, comme l'a aussi bien dit Thierry, on sera Intersolar d'ici 2 semaines. On présentera notamment de la nouveauté sur la partie solution tout en un, pour la partie résidentielle, d'avoir tout sur une colonne, à la fois l'onduleur, la batterie, la borne de recharge. Et donc là, on se réjouit d'avoir un peu plus de détails. Si vous voulez, vous pouvez booker un créneau avec moi. Donc, on se réserve 1 heure pour faire le tour du stand, et puis regarder justement un peu les révélations liées à cette édition d'Intersolar. On a aussi la soirée pour les installateurs suisses, qui est le soir du premier jour, donc le mardi 23 juin. Vous avez reçu aussi normalement un mail d'invitation, et puis vous avez pu vous inscrire dessus. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, ou si vous avez loupé l'email, vous pouvez aussi revenir vers moi sans autre. Voilà, soit pour la soirée, soit pour réserver un créneau pour visiter le stand, éventuellement avec Thierry, s'il fait un groupe, comme ça on peut mettre tout le monde ensemble. Au niveau du projet, quand vous avez des grandes batteries, il y a souvent deux options. Donc en fait, il faut voir, soit vous partez sur la 241 kWh, soit on part justement sur les solutions containers.
Dans les deux cas, on pourra regarder avec SolarMarkt pour la distribution. Par contre, effectivement, les containers, c'est des délais de livraison beaucoup plus longs parce que si en général le transformateur, il doit être fait spécialement pour le projet et voilà, les délais les plus longs, en général, ça reste encore lié au transformateur. Et on est sur du couplage, donc courant alternatif à 800 volts, ce qui nécessite justement ce transformateur pour aller vers la moyenne tension. Donc là, si vous avez un projet, c'est important de savoir vers quel niveau de moyenne tension vous allez vous diriger. Parce qu'en général, c'est du 16 000 volts, mais voilà, en Suisse, vis-à-vis du fait qu'on a de nombreux gestionnaires de réseau de distribution différents, on a des niveaux de moyenne tension assez variés. Et donc, il faut vérifier qu'on a un transformateur qui s'adapte bien ou qu'on puisse adapter facilement par rapport au projet. Côté batterie commerciale industrielle, là, on est vraiment sur un produit standard qu'on vend chez SolarMarkt de manière aussi standard et on a en permanence du flux qui arrive depuis la Chine. Donc les livraisons, ça peut être c'est 6 à 12 semaines, mais ça peut être même plus court suivant l'état des stocks et ce qui a été réservé ou non. Puisqu'au final, comme je dis, il y a un flux continu. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas stocker autant que pour des onduleurs, par exemple, ou des optimiseurs, parce que la batterie, dès lors qu'elle a été produite, la dégradation commence en fait. Donc si on commence à stocker pour des mois, ça pourrait être péjoratif pour la capacité de la batterie au moment où elle est mise en service. Sachant qu'en plus, entre la livraison et la mise en service, en général, il s'écoule encore un certain temps. Mais comme on est en couplage 400 volts, là, l'avantage, c'est que c'est vraiment facile à raccorder. En fait, sur n'importe quelle installation basse tension, vous avez juste à raccorder la batterie au tableau AC. Et comme dit maintenant, avec le Smart Logger 5000, vous pouvez aussi être sur une installation où il y a déjà du solaire, même si ce n'est pas du Huawei. Forcément, si c'est du Huawei, ce sera plus facile parce que vous pourrez tout connecter au Smart Logger, aussi bien les onduleurs que la batterie. Après, on a différents cas d'usage, donc l'autoconsommation, écrêtage de la demande, limitation de l'introduction, limitation de l'injection ou cas de backup. Là, on le voit un petit peu mieux. Voilà, autoconsommation, c'est un peu la partie facile, hein, ce dont vous avez l'habitude en résidentiel. J'ai un excédent solaire, je le stocke dans la batterie. J'ai un déficit et au lieu de tirer du réseau, je tire sur la batterie. Ça, c'est particulièrement intéressant, notamment pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui ont une grande toiture et qui n'ont peut-être plus forcément de contrat RPC ou de l'autoconsommation plutôt le matin ou le soir. Ils ont juste à rajouter la batterie, se relier au tableau AC, avoir un compteur, et puis on a vraiment le modèle le plus facile. Et là, en plus, la plupart des agriculteurs peuvent avoir des subventions sur cette installation de batterie. Et ces subventions, c'est effectivement quand la batterie est principalement à usage d'autoconsommation dans l'installation. Donc là, on a à la fois une bonne conjonction entre un mode d'utilisation facile et la subvention qui vient en plus améliorer la rentabilité du projet. Donc là, j'ai envie de dire que c'est un peu vraiment le cas le plus typique. Après, ce qui peut intéresser les grandes installations, aussi les agriculteurs, c'est de réserver une partie de la capacité pour faire de l'écrêtage. Puisque suivant le contrat d'électricité, ils peuvent être facturés sur tous leurs kilowattheures du mois en fonction de la puissance maximum dont ils ont besoin provenant du réseau. Si je rajoute des batteries, si cette puissance maximum, j'en ai besoin que très brièvement, 1 ou 2 fois par jour, je réserve de la puissance de batterie pour diminuer cet appel de puissance sur le réseau. Et ça change la tarification de tous mes kilowattheures. Donc, ça peut rendre une installation relativement rentable. Donc, ça aide encore à la rentabilité de l'installation. Limitation de l'injection, ça on voit de plus en plus, notamment maintenant, on a cette règle des 70%. On n'a pas le droit d'injecter plus de 70% de la puissance DC installée dans le réseau.
Et donc, voilà, si je veux ne pas perdre cette puissance, je peux tout à fait l'injecter dans la batterie. Mais des fois, alors on sait que ce 70%, au final, ça se traduit par une perte d'énergie de l'ordre de 1%. Donc, c'est assez minime. Donc, si c'était juste ça, ça ne justifierait pas toute l'économie de la batterie. Mais la limitation de l'injection, elle peut être beaucoup plus critique que juste cette règle des 70%. Et puis des fois, voilà, c'est juste aussi cette sécurité en plus de savoir que je n'aurai pas de courant solaire qui sera perdu par écrêtage des onduleurs. Limitation de l'introduction, là j'ai envie de dire, c'est plutôt le cas contraire, où on peut vraiment être rentable très vite dans énormément de cas, puisque si je rajoute beaucoup d'infrastructures de recharge véhicules électriques, je vais avoir un besoin en puissance extrêmement élevé, et donc si je dépasse allègrement les limites de l'installation par rapport à ce qu'on peut tirer de puissance et de courant du réseau, je vais avoir le choix entre soit mettre des batteries, soit changer la taille de mon introduction. Alors, des fois, changer la taille de l'introduction, ça va juste être un impact sur l'abonnement. Des fois, s'il faut changer toute l'infrastructure et la taille des câbles, là, la facture va être extrêmement salée. Et donc, au lieu de changer tout ça, on peut rajouter quelques batteries pour gérer le moment où on aura X véhicules de branchés et on aura vraiment besoin de ce pic de puissance. Donc, on a des cas en Allemagne, par exemple, où l'introduction est à 60 kW maximum, et puis on a mis des superchargeurs, voilà, tout un parc de superchargeurs. Et en fait, tous les pics de demande des véhicules électriques sont gérés par le parc de batteries qu'on a installé. Donc, ça permet d'utiliser au maximum ces 60 kW d'introduction. Et en fait, voilà, dès qu'il n'y a pas de voiture de brancher, on charge les batteries pour avoir le maximum de puissance disponible quand les véhicules arrivent. Côté backup, on peut faire jusqu'à plus de 4 MWh en backup. Donc là, il faut juste revenir vers nous et puis déterminer la liste des produits complémentaires pour pouvoir se déconnecter du réseau. Au niveau du PCS, donc le Power Conversion System, qui est la partie qui va convertir le courant DC des batteries en courant AC pour aller vers l'alimentation du tableau électrique, ou inversement reconvertir le AC qui peut venir de l'excédent des onduleurs, mais qui vient en courant AC dans la batterie et reconverti en courant DC. Donc ce PCS, il fait 108 kW, donc ça veut dire que voilà, on décharge la batterie en un peu plus de 2 heures. Après, on a testé que le PCS de 108 kW en pic, il peut aller plus haut, et notamment, en fait, il peut tolérer 120 kW sur 2 heures. Donc, au final, on arrive encore à décharger complètement la batterie en 2 heures. Donc, si le besoin est d'avoir vraiment ces 120 kW, on peut déjà les avoir, mais on changera quand même le PCS pour avoir un PCS avec une capacité nominale de 120 kW en 2027. Ça veut dire qu'en pic, il pourra aller encore plus haut. Au niveau de la garantie, on a un petit peu changé. Donc avant, on avait 10 ans de garantie de base, mais il y a pas mal de produits concurrents qui étaient sur 5 ans. Et on avait aussi des clients avec des projets, avec des retours sur investissement en dessous de 5 ans. Donc eux, ça ne les intéressait pas forcément d'avoir les 10 ans de garantie. Donc pour être plus flexible, on est passé de 10 ans de standard à 5 ans de garantie. Et puis le 5 ans, vous pouvez l'étendre, donc rajouter 5 ou 10 ans. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 15 ans de garantie. Donc, suivant ce que souhaite le client, ça vous permet d'insister soit plus sur essayer de rogner les coûts, d'avoir le prix unitaire le plus bas possible, soit proposer plus de garantie en montant jusqu'à 15 ans de garantie sur la batterie. Au niveau du contenu, ça n'a pas trop changé. Donc, on a toujours toute la partie refroidissement, gestion de la température à l'intérieur de la porte. Ici, on a les différents packs de batteries lithium fer phosphate et le PCS en dessous des packs de batteries. Et après, toute la partie gestion intelligence et puis le smart logger qu'on peut placer à l'intérieur ici si vous n'avez qu'une seule batterie. Si vous avez plusieurs batteries, le smart logger, on conseille de le mettre dans le tableau à côté du point de mesure. Du coup, la mesure que vous ferez soit avec les tors, soit avec un compteur que vous pourrez relier au smart logger. Alors, les points clés,
Huawei, on ne fait pas les cellules électrochimiques nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on les benchmark sur différents fabricants pour avoir vraiment les meilleurs modèles. On fait aussi notre propre cahier des charges. Donc les fabricants en fait produisent les cellules, donc ils adaptent par rapport à ce qu'ils ont, mais voilà, selon le cahier des charges Huawei. Donc on a des lignes de production dédiées par rapport aux cellules. Et donc déjà, ça c'est la partie cellule. Et après, il y a toute cette partie gestion de la batterie dans le temps. Parce qu'au final, vous pouvez très bien avoir justement un autre fabricant qui achète les mêmes cellules, enfin pas tout à fait les mêmes du coup, mais chez le même fournisseur de cellules, donc aussi avec une très bonne qualité. Mais au final, ce qui va compter dans le temps, ça va être la gestion de tout le système, donc notamment la gestion de la température pour minimiser les écarts entre les cellules, parce que la capacité de la batterie, elle est toujours déterminée par l'élément le plus faible. Donc nous, on a essayé voilà, de mettre en place différentes choses pour faire que la batterie perde de la capacité le plus lentement possible et donc puisse arriver, le cas échéant, si vous prenez la garantie à 15 ans, il faut qu'au bout de 15 ans, vous ayez encore 60% de la capacité originelle de la batterie. Et donc, on voit, on a réussi sur des tests par des laboratoires tiers à avoir une efficacité de 91,6%. Donc, ça veut dire qu'entre ce qu'on a chargé et ce qu'on a déchargé dans la batterie, au point de contrôle AC, on retrouve 91,6% de l'énergie qui a été injectée à la base. On a eu d'autres tests, on est monté même au-delà de 92%. Donc là, on est vraiment au-dessus des standards du marché. Par rapport au vieillissement des cellules, on a aussi investi dans de l'innovation pour avoir un échangeur de chaleur breveté Huawei qui permette en fait, d'harmoniser la température entre les cellules. Donc là, on voit un design classique. Si on a une entrée froide, dans le cas où on refroidit les cellules, on a une entrée froide ici et une sortie chaude ici. Et bien forcément, les cellules à l'entrée froide, elles auront toujours une température inférieure aux cellules qui sont de l'autre côté de l'échangeur. Et donc, nous, on a fait un échangeur à double boucle pour vraiment diminuer l'écart de température qu'on a entre deux cellules. On voit là, la sortie chaude et l'entrée froide sont quasiment au même endroit, ce qui fait que la température moyenne pour les cellules, eh ben, elle est relativement proche, qu'on soit ici proche de l'entrée-sortie ou plutôt au milieu de l'échangeur. Et donc, on a aussi un seul tuyau et moins de perte de charge. Et donc, ça, les pertes de charge, c'est ce que va consommer, c'est la difficulté à faire circuler le liquide. Et donc, c'est ce qui va engendrer une consommation au niveau de la pompe. Et donc, ça, moins de perte de charge, c'est moins d'énergie dépensée pour refroidir les cellules. Et donc, c'est une efficacité du système global meilleure. Donc, voilà, un refroidissement ou un chauffage plus harmonieux et puis qui consomme moins d'énergie pour à la fois vieillir bien et avoir une efficacité maximum. Et donc là, on voit un autre exemple sur une installation en Chine avec un projet avec d'autres batteries que des Huawei et la même chose avec le Luna 2000 de 141 kWh. Et là, on voit que l'écart entre deux cellules, on est quasiment à 7 degrés. Et puis, avec notre système, on limite à moins de 2 degrés Celsius d'écart. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. Pas la première année, pas la deuxième année, mais vraiment dans le temps long, au bout de 4, 5, 10, 15 ans. Comme je disais, au niveau des cellules dans les packs, on est toujours limité par la cellule la plus faible. Donc souvent, on prend le principe du tonneau, c'est-à-dire que là, si je remplis mon tonneau et que l'eau, c'est l'énergie, eh ben, quand j'arrive à la limite de la cellule la plus faible, eh ben, l'énergie, je ne peux pas en rajouter plus. Donc là, par exemple, ici, ce serait la cellule la plus faible. Une fois qu'elle est à 100% de sa capacité, alors, mais son 100% de la capacité, c'est moins d'énergie que les autres parce qu'elle a été dégradée pour une raison X, Y, Z ou parce que voilà, il y avait même un problème de qualité au tout début, ce qui normalement ne doit pas arriver, mais en fait, il y a toujours quand même une dégradation qui va être un peu différenciée suivant les cellules. Et donc, en fait, avec notre système d'architecture en parallèle et avec les optimiseurs, on peut bypasser cette cellule et continuer à charger les autres qui sont en meilleure santé. Donc ça, de la même manière, en fait, au tout début, ça ne va pas avoir trop d'impact parce que toutes les cellules sont neuves. Mais plus la batterie va vieillir
et plus ça va faire une grosse différence. Et donc, c'est ça qu'on voit, voilà, au final, chaque année, on pourra utiliser plus de kilowattheures dans la batterie que sur un système qui n'utiliserait pas la même optimisation. Donc ça, ce que je disais, on a refait des tests aussi par des laboratoires indépendants. Donc ça, c'est le test par VDE, qui est un laboratoire allemand. Et donc on a mesuré donc, le 91,6% d'efficacité au niveau AC, donc après toutes les consommations intermédiaires, donc notamment toute la partie refroidissement, chauffage. Forcément, ça dépend énormément des conditions extérieures. Donc c'est pour ça qu'il faut vous méfier justement si vous voyez d'autres résultats de concurrents. Il y a toujours où est le point de mesure. Est-ce que c'est vraiment à la sortie AC une fois qu'on a vraiment décompté toutes les autres consommations? Et puis forcément les conditions du test. Puisque si je suis au milieu du désert ou en haut de la montagne, forcément je vais avoir des consommations auxiliaires qui seront plus importantes. Donc, on reste en lithium fer phosphate, comme je disais, au niveau des cellules, ça c'est une chimie un peu standard parce que en termes de sécurité, c'est déjà ce qu'il y a de mieux et en termes de rapport coût-qualité, c'est aussi vraiment le top, mais ça reste quand même du lithium, donc ça comporte quand même toujours des dangers en termes d'emballement thermique et donc par rapport à ça, on a différents niveaux de sécurité, donc que ce soit au niveau du cahier des charges des cellules, la sélection des cellules, au niveau de l'assemblage des cellules. Donc, elles sont isolées. Il y a un isolant sur les 6 faces de la cellule pour les protéger entre elles. Et qu'au niveau des systèmes de sécurité, au niveau de la batterie au global, donc avec un système aussi d'aérosol, un système d'alerte aussi pour arrêter l'utilisation de la batterie dès qu'il y a un début de problème. Donc voilà, on a vraiment différentes couches de sécurité pour faire que s'il y a un souci, ça reste confiné au stade le plus précoce possible et au stade où c'est le plus facile à traiter, quoi. Si on a juste une cellule qui s'est emballée thermiquement, on peut continuer à utiliser tout le reste de la batterie, juste le pack concerné, lui, est désactivé, il y a une alarme, et puis ça, faut la traiter. Mais au final, voilà, si c'est resté confiné sur une cellule et qu'on a arrêté de l'utiliser, ça permet d'éviter tout emballement futur. Donc, j'ai déjà un petit peu évoqué notre échangeur breveté. Donc, il y en a un en dessous de chaque module de batterie. Et puis là, on voit la circulation avec le liquide. C'est de l'eau glycolée qui circule dedans. Ce liquide glycolé, vous devez le changer qu'une fois tous les 10 ans. Donc, pas mal de produits concurrents aussi, c'est une intervention tous les 5 ans. Donc, ça, c'est pareil. Vous êtes tranquille pour 10 ans une fois que vous l'avez posé. Et puis, il y a tous les systèmes, justement, pour gérer cette température. Donc, à la fois, on peut faire du refroidissement par air. Donc, si, mettons dehors, il fait 10 degrés et puis que les cellules commencent déjà à chauffer, les cellules, elles aiment bien être à 25 degrés. Donc, s'il fait un peu frais dehors, juste on brasse de l'air. Et puis, comme ça, c'est vraiment une consommation énergétique extrêmement basse, tout en maintenant la température idéale pour les cellules. S'il fait plus chaud encore, là, on peut activer le refroidissement liquide avec une pompe à chaleur réversible qui va pouvoir faire office de clim pour rafraîchir. Et dans l'autre sens, voilà, s'il commence à faire trop froid, on peut d'abord utiliser la chaleur du PCS. Le PCS, c'est comme un ondulateur, donc il fait des conversions AC-DC, et puis il chauffe quand il fait ça. Et donc, ça veut dire que quand il fait froid, on va réutiliser la chaleur du PCS pour l'envoyer vers les cellules et vers les packs de batterie. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'énergie fatale, entre guillemets, c'est de l'énergie gratuite qu'on va pouvoir utiliser à bon escient pour vraiment à la fois maintenir la bonne température pour les cellules, mais éviter que ça consomme trop d'énergie pour avoir toujours la meilleure efficacité. Ensuite, s'il fait vraiment plus froid, on active la pompe à chaleur. Et s'il fait vraiment très, très froid, là, il y a des résistances électriques. Alors forcément, on va consommer plus, mais la priorité, ça reste de garantir toujours un bon niveau de température pour les cellules. Une petite comparaison de tests de sécurité donc, versus une autre armoire du type commercial et industriel. Donc, on désactive les systèmes de sécurité et puis on lance un emballement, on force l'emballement thermique sur une cellule. Donc, on voit que côté Huawei, on a un peu de fumée et
sur les packs concurrents, on a un début d'incendie qui se déclare. Ensuite, on le fait sur tout un pack, en provoquant l'emballement de plusieurs cellules. Donc là, on voit que le fait que le pack soit étanche, en fait, on fait sortir les gaz par une valve et la concentration d'oxygène dans le pack diminue. C'est ce qui permet de limiter l'emballement thermique, puisqu'il n'y a plus d'oxygène, donc ça ne contribue pas à la réaction chimique. Donc là, on voit que voilà, le pack Huawei, il sera quand même à changer, mais au final, ça n'a pas dégénéré trop longtemps. Après, si on va au niveau d'après, voilà, on va vraiment provoquer un emballement sur toute la batterie et on va essayer de mettre le feu. On voit voilà, sur la batterie concurrente, là les gaz s'enflamment à l'intérieur et donc la porte elle s'ouvre. Et côté Huawei, on a une évacuation des gaz, ce qui permet voilà, de limiter l'impact. Donc on a réussi à atteindre ce niveau donc, qui s'appelle Prime Safety chez Otuve, qui est le niveau le plus élevé pour les batteries commerciales et industrielles. Alors, comment je fais pour sortir? Je vais faire ça. Donc Smart Logger 5000, ça je voulais évoquer. Donc maintenant, avec la batterie en unité de base, vous ne recevez plus un Smart Logger 3000, mais vous recevez ce Smart Logger 5000. Donc il y a des capacités supplémentaires de gestion voilà, d'onduleurs et de communication avec des appareils tiers. Jusqu'à 80 onduleurs, 50 batteries, voilà, normalement vous êtes large. Si vous avez vraiment une installation qui requiert plus ou si vous êtes limite, on peut en discuter. Après, on a différents voilà, scénarios. Donc après, c'est comme je vous disais, si on a des onduleurs Huawei, au final, c'est le Smart Logger ou le Smart MGC qui peut gérer le tout. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter des dongles ou des Smart Loggers supplémentaires. Uniquement, voilà, si vous avez là des onduleurs tiers, c'est une image de Huawei, mais mettons que ce soit un onduleur d'une autre marque, là, il vous faut... alors, non, vous pouvez avoir un logger éventuellement de l'autre marque, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il vous faut juste, c'est le compteur supplémentaire que vous allez raccorder au Smart Logger 5000 ou au Smart MGC 5000 pour avoir la production photovoltaïque de ces onduleurs tiers. Et puis toujours forcément un compteur pour avoir les valeurs au point d'introduction, pour savoir où est-ce qu'on en est entre production et consommation. Bon, après, si vous avez un cas avec un contrôleur tiers, typiquement, si vous voulez faire des services système, donc ce qu'évoquait Thierry avec VGT, là, vous avez besoin d'avoir une interface qui va justement dialoguer avec SwissGrid pour tout ce qui est appel d'offres et puis réagir aux demandes des services système suivant ce que vous avez proposé comme capacité, quoi. Donc là, vous avez encore besoin du contrôleur tiers qui va communiquer en mode bus TCP avec le Smart Logger 5000 ou le Smart MGC 5000. Voilà, il y a quelques exemples. Donc avec Solar Manager, vous pouvez dialoguer avec la batterie. Il y a Eluva, il y a Loxon, il y en a différents. Au niveau d'un projet, ça reste l'installateur. Comme je dis, on est sur un produit standard. On a pris un peu le même modèle qu'avec les onduleurs. Donc, ça passe par le distributeur. Et puis, c'est l'installateur qui pilote le tout. Donc, vous pouvez clarifier le projet avec le client, clarifier avec le GRD si vous avez la demande de raccordement au réseau. Et puis, tout ce qui est respect des normes locales, donc feu, eau, bruit, il peut y avoir des demandes par rapport au permis de construire et puis à la zone où on veut l'implanter. Huawei, nous, on reste en soutien pour s'il y a des questions à ce stade-là, mais c'est l'installateur qui pilote. Après, on fait livrer directement sur place par un camion qui s'ouvre sur le côté. Et donc, pour soulever la batterie qui fait 2,8 tonnes, il vous faut un chariot élévateur qui soit capable de soulever 3 tonnes, quoi. Après, si vous voulez utiliser une grue, il faut discuter avec nous pour avoir un camion spécifique qui puisse s'ouvrir par le haut. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que la mise en service, c'est réalisé par Huawei.
Justement, on vérifie que l'emplacement de la batterie est correct et puis on récupère un code d'activation qui vient du siège pour la mettre en service. Et donc là, j'ai mon collègue qui vient et puis qui peut vous aider aussi à configurer la batterie. Ça, c'est possible de le faire aussi soi-même, mais c'est un processus de certification qui demande quand même un peu d'investissement. C'est conseillé de le faire si vous avez un certain volume de plusieurs batteries par mois à mettre en service. Donc, je dirais qu'il faut qu'au moins vous en fassiez 30 par an pour que ce soit intéressant, quoi. Après, on regarde avec SolarMark pour que SolarMark puisse aussi faire la certification et puisse vous proposer cette partie mise en service. Et puis après, on a toute la partie maintenance, mais au final, si la batterie elle est bien installée, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est aussi une grosse différence avec d'autres produits. Il n'y a pas de calibration à venir faire sur place pour réétalonner le state of charge, pour revérifier le state of health. Tous ces paramétrages, ils se font tous à distance depuis Fusion Solar. Donc vous avez déjà l'habitude. C'est le même logiciel que pour la surveillance des installations photovoltaïques. Donc, c'est la même idée que pour le photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro maintenance, dans le sens où voilà, vous avez quand même une batterie qui vous a coûté un certain prix, qui est censée avoir une certaine rentabilité, il faut la surveiller. Je pense qu'une visite par an, vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction sur les ventilateurs, qu'il n'y a pas de problème sur place, ça vaut la peine. On a dans le manuel de maintenance toute une checklist avec tout ce qu'on peut faire si on veut vraiment faire des vérifications dans le détail. Mais normalement, voilà, si vous n'avez pas d'alarme, tout est géré depuis la plateforme Fusion Solar. Donc, c'est assez facile en termes de maintenance. Après, vous avez vraiment des choses. Donc, si vous avez, mettons, des alarmes, vous pouvez vous adresser, c'est toujours la même structure. Donc, vous allez avec le CITAC et puis eux, ils renvoient vers les experts pour la batterie commerciale et industrielle. Et puis, on vous assiste à distance. Si après, il y a besoin d'intervenir sur place, on peut aussi regarder. Donc là, j'ai par exemple le processus pour changer tout un pack de batterie. Sauf qu'il semble que le lecteur, alors ça c'est Microsoft, je crois que le lecteur a bugué. Replacing an entire battery pack. Remove the communications. Là, vous avez vraiment tout étape par étape comment remplacer un pack. Notamment là, voilà, vous avez des MC4 avec du courant DC, un pack de batterie. Donc ça, c'est aussi pas forcément chez tous les fabricants. On a de l'équilibrage actif entre les packs. Donc une fois qu'on a fini de charger un pack, si l'autre peut encore avoir plus d'énergie, ils peuvent s'assister les uns les autres. Comme je disais, on a toujours ce phénomène où c'est l'élément le plus faible qui détermine la capacité de la batterie. Puis on essaye d'instaurer cette solidarité à la fois entre les cellules au niveau du pack et entre les packs au niveau de la batterie pour améliorer l'efficacité de tout le système. Remove the communications cables. Communication entre les packs. Parce qu'il y a plein de capteurs à l'intérieur justement pour avoir l'état de tension et de charge des différents cellules. Remove the PE cable. Unpack the fixtures. Je vais avancer vite. Switch to position 2. Donc voilà, après là vous avez qui s'appelle un plateau pour changer Rotate the hand wheel clock handle. Remove the battery pack. Donc vous voyez qu'il faut quand même que vous ayez suffisamment de place par rapport à la maintenance. Si vous voulez changer un peu, vous puissiez arriver avec un système de levage. Ici, on a un forklift qui peut arriver sur le côté pour mettre ce plateau, quoi. Donc forcément, si là, vous avez très peu de
bah, ça rend le cas de SAV difficile. Normalement, voilà, c'est très rare, mais je pense que voilà, sur la durée de vie, si vous partez sur 15 ans de durée de vie, il est possible qu'un jour, vous deviez changer un pack. Remove the battery connecting rod. To push, remove the pin. Voilà, donc, Rotate the hand wheel. l'important, c'est de savoir qu'on a toutes ces vidéos avec des détails, étape par étape. Alors, bon, c'est sous-titré en anglais, mais vous avez les images, les sous-titres, la voix, il y a quand même pas mal d'aides. Et puis, voilà, il y a vraiment, là, ça s'était remplacé tout un pack. On a le remplacé PCS, remplacé, ça c'est RCM Rack Control Module. Voilà, il y a vraiment toutes les choses que vous pourriez être amené à faire en SAV. Vous avez vraiment tout le détail, plus l'aide du CITAC à distance. Donc, normalement, il n'y a pas de maintenance. Si même vous avez un SAV, tout est documenté. Donc, vous n'êtes pas, voilà, laissé à vous-même. Pour la partie vente, vous pouvez aussi utiliser le Smart Design. Donc, si je vais sur le Smart Design, donc là, on peut faire voilà, un test. On lui demande de faire une installation sur mettons, 2026-2044, par exemple. Je vais mettre un peu moins. Mettons. Là, on peut choisir si je mets du photovoltaïque ou si je mets aussi un générateur pour faire du backup. Je peux choisir si j'ai déjà du photovoltaïque ou si c'est une nouvelle installation. Puis là, je ne suis pas obligé, hein. Je peux mettre photovoltaïque ou je peux ne pas le mettre. Ça, c'est suivant la situation avec votre client. Je peux choisir on-grid, off-grid et la limite de courant maximum. Donc là, je rentre le tarif de rachat du réseau. Je peux mettre les prix, je peux soit les rentrer manuellement, soit aussi avec les tarifs dynamiques, je vais pouvoir rentrer un Excel avec tout un historique de prix. Donc là, j'ai fait un tarif time of use, donc avec différentes périodes. Je me suis dit que voilà, dans le futur, on peut peut-être s'attendre à ce que les prix en milieu de journée soient beaucoup plus bas, puis que ce soit plus haut en début de matinée et puis en début de soirée. Bon, ça, c'est pas une science exacte. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est de rentrer la consommation du client. Donc, soit je peux faire un modèle où, voilà, si c'est un bâtiment neuf, j'ai aucune idée, je donne juste une consommation globale et un profil type. Soit je fais une importation des données. Donc là, j'ai fait importation des données en sélectionnant le net load. Donc, net load, ça veut dire que dans les données que j'ai, c'est les données au point de comptage, de raccordement du réseau. Et comme c'est une installation photovoltaïque existante, ça veut dire que j'ai déjà enlevé la partie autoconsommation de mes données. Donc là, on voit par exemple qu'en juin, juillet, août, en fait, je ne consomme pas grand-chose, mais parce que en fait, ce n'est pas les consommations nettes, c'est les consommations brutes, je veux dire, mais c'est la partie nette puisqu'on a enlevé l'autoconsommation photovoltaïque. Moi, je l'ai prévenu le modèle pour qu'il calcule ça en conséquence. Et après, voilà, je dois choisir voilà, quel type de batterie, quel type d'utilisation je vais en faire. Donc, TOU, c'est Time of Use, où justement, je vais utiliser les différences de tarifs entre bas tarif, haut tarif, ou peak shaving. Là, je vais aussi essayer de limiter les coûts liés aux appels de puissance importants. Et puis, autoconsommation maximum, là, je vais juste essayer de minimiser mon appel au réseau. Et donc là, je peux rajouter encore, si j'ai des subventions, si j'ai voilà,
comment dire, un prêt à prendre en compte dans la rentabilité du projet. Donc là, j'ai mis, voilà, bon, là, on a 15 000, j'ai mis 15 000 de subventions avec plusieurs charges et décharges par jour. Et puis, j'ai voilà, une net present value de 67 000 francs. Et après, si je fais, c'est calculé. Ça, il prend un petit peu de temps. Après, je peux faire suivant. Et donc là, il me donne mes différents niveaux de voilà, tous les indicateurs financiers, hein, parce qu'au final, c'est ça qui intéresse le client, avec son retour sur investissement, et puis payback période, donc c'est en combien d'années il est rentable. Donc là, on est à 4,8 années. Et si je clique là sur le petit rapport, il va me sortir un rapport complet, quoi, avec le nombre de batteries. Donc là, le modèle m'a proposé de mettre deux batteries de 241, donc 482 kWh. Et puis voilà, on a la visualisation sur 8 ans. Puis on voit que dès 4 ans et demi, on est rentable. Après, voilà, ça va être quand même très dépendant des tarifs. Là, je crois que j'ai mis quand même un tarif assez élevé à 45 centimes. Donc, c'est plutôt tarif type allemand. Mais voilà, il faut regarder quelle est la conso, quel est le tarif du réseau pour les appels de puissance. Ouais, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Après, des fois, c'est plus simple de faire un petit calcul Excel, parce que des fois, juste avec le peak shaving, on se rend compte que ce sera déjà rentable, puis ça permet de faire la décision. Mais voilà, il faut savoir que cet outil de calcul existe. Après, forcément, plus on a d'éléments à fournir, puis plus on va pouvoir être précis dans le calcul, quoi. Au niveau de l'emplacement de la batterie, j'ai envie de dire que c'est peut-être le côté le plus important parce que donc Huawei, on a pris la décision de venir mettre en service la batterie, mais ça veut dire aussi que on prend aussi une part de la responsabilité avec vous. Il y a pas mal d'autres fabricants. Ils disent, la mise en service, c'est comme pour le résidentiel. Vous la mettez où vous voulez, vous faites comme vous voulez. Vous respectez des normes locales. Enfin, bien sûr, ils vous donnent quand même un manuel et tout ça. Mais au final, c'est vous qui faites la mise en service. Chez Huawei, comme c'est quelqu'un de chez Huawei qui vient, il va vérifier que c'est fait correctement. Alors, avantage, ça vous donne une sécurité, un appui. Inconvénient, si vous avez mal fait, il ne va pas mettre en service le jour même. Et puis, voilà, il y aura des exigences à suivre. Il faudra corriger avant la mise en service. Là, par exemple, on a comment faire. Alors, après, si vous voulez là, il y a plein d'autres façons de faire. On peut mettre avec des IPN, on peut mettre sur une dalle béton uniforme. Il y a plein de façons de faire. S'il y a un doute, vous pouvez nous contacter et comme ça, on valide en amont. Puis si on vous a dit en amont que voilà, selon votre plan, c'est OK, après, c'est tout bon, quoi. Mais voilà, il faut se préoccuper un peu de comment on va l'installer. Forcément une surface qui va pouvoir tenir les 2,8 tonnes et que la batterie ne va pas bouger dans le temps, quoi. Donc, avec une bonne fondation béton, c'est encore ce qui est de mieux. Et puis de la surélever aussi suffisamment par rapport à l'écoulement des eaux, quoi. Donc, s'il y a un gros orage, que la batterie ne se retrouve pas les pieds dans l'eau, parce que voilà, résidentiel et n'importe quel autre, le lithium n'aime pas beaucoup l'eau. Donc, il y a cette partie fondation et puis il y a la partie espacement avec les autres, tout ce qu'il y a dans l'environnement, quoi. Donc, le danger, c'est plutôt qu'il y ait des gaz très chauds qui s'échappent de la batterie. Donc, ça, c'est un peu le cas le pire, ou si on a un emballement thermique assez important au niveau de la batterie, et ben voilà, ça peut durer plusieurs heures avec ces gaz très chauds qui s'échappent. Et donc, en fait, pour éviter, le but,
c'est encore une fois d'éviter l'effet domino. Donc, si on n'a pas réussi à le limiter à la cellule, ni au pack, mais que ça s'est propagé à toute la batterie, le but, c'est que ça ne se propage pas plus loin. Donc, pas un bâtiment, pas un véhicule, rien d'autre. Donc, notamment, nous, on a fait les tests pour vérifier l'emballement thermique vraiment maximal. Les batteries d'à côté ne sont pas contaminées. Par contre, voilà, si vous avez des structures en bois ou quoi, forcément, vous leur envoyez des gaz à pendant 30 minutes, on a un risque que ça parte en incendie. Donc, c'est pour ça qu'on demande 3 par rapport à un bâtiment qui n'aurait pas de résistance au feu particulière. Si on a au feu particulière, mais qu'on ne peut pas, on peut rajouter. Puis là, on a les caractéristiques. Donc, il faut rester quand même, dans tous les cas, à 1 mètre du bâtiment. Anti-feu, il doit résister 2 heures et puis il doit dépasser suffisamment de sur les côtés et sur la hauteur pour éviter toute propagation. Après, entre les batteries, on a 10 cm sur les côtés, 30 cm dos à dos, et puis normalement pas de structure au-dessus de la batterie. Si on a une structure, ça doit être un combustible, donc un toiture métallique, et puis quand même 1,4 m. Parce que l'idée, c'est qu'on a cette trappe sur le dessus qui permet l'accumulation de gaz, que ça s'échappe tout d'un coup par le dessus et que ce ne soit jamais la porte, comme on a pu le voir dans la vidéo, la porte qui s'ouvre en cas d'accumulation des gaz. Donc là, s'il y a un technicien qui veut venir pour voir justement pourquoi il y a une alerte, c'est important que ce soit pas, qu'il ne se prenne pas la porte dans la tête, mais que ce soit bien la trappe sur le dessus qui s'ouvre pour éviter tout blesser. De la même manière, si j'ai des véhicules électriques, on a le même type de batterie pour gérer tout ce qui est borne de recharge haute puissance. C'est la même batterie, c'est juste le logiciel qui change un peu. Mais voilà, il faut prévoir quand même d'espacer suffisamment des bornes. C'est toujours la même chose. S'il y a une voiture qui est contaminée, puis après contamine la suivante, et puis après, voilà, c'est l'effet domino. Donc, on veut faire que par le choix de l'ensemble, pas d'effet domino possible. Si vous avez un doute, si vous ne pouvez pas respecter exactement, c'est pareil, venez en amont. Si vous venez vers nous, vous me dites « Ah, là, j'ai tel bâtiment, voilà, je ne peux pas me mettre à 90 cm, mais c'est tout béton, et puis voilà, à l'intérieur, il n'y a rien qui craint, et vous faites des photos, on vous montre les distances et tout ça, peut-être qu'on peut vous dire « Oui, là, on peut faire ». Si vous attendez le jour de la mise en service et que c'est refusé, là, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est plutôt les caractéristiques techniques du PCS. J'ai parlé du backup, donc c'est possible de faire du backup avec le Smart MGC 5000. Il vous faut quand même vous déconnecter du réseau. Quand vous avez le Smart Guard pour le backup pour la maison, c'est le Smart Guard qui va déconnecter l'installation du réseau pour éviter de se retrouver à injecter du courant photovoltaïque vers le réseau au moment où il y a des techniciens qui viennent réparer. C'est la même chose avec la batterie commerciale et industrielle. Il vous faut un disjoncteur qui va vous faire la séparation avec le réseau. De ce que lui dit un appareil qui surveille le réseau. Donc voilà, le réseau, disjoncteur, alimentation sans interruption. Parce que de la même manière, quand le réseau tombe, en général, tous les appareils s'arrêtent. Sauf que nous, il faut que le Smart MGC 5000 il soit toujours alimenté pour que justement lui il puisse dire le réseau est tombé, il faut que je demande à la batterie de faire un redémarrage en mode hors réseau. Les plus importants. Et puis après, il faut regarder justement qu'est-ce qu'on veut backuper. Parce que si on arrive sur des installations de plusieurs centaines de kilowatts, ça va être différent si j'ai des moteurs dans l'installation ou suivant le type de charge. Donc, on peut faire du backup, mais de la même manière, retourne à nous pour qu'on valide que ça va bien fonctionner, quoi. Plutôt que d'attendre la mise en service et se rendre compte que ce n'était pas possible techniquement. Depuis quelques années qu'on les propose, ces batteries, on a installé pas mal, dont énormément en autoconso chez des agriculteurs, aussi chez des grandes entreprises, donc une dizaine de batteries de 215 kWh pour faire la limite de puissance et de l'autoconso. On a aussi d'autres modèles avec
déjà les services systèmes, où donc les batteries ont été aussi validées. En fait, le système doit être vérifié par SwissGrid pour vérifier que voilà, ça va être capable de réagir aux demandes que font SwissGrid quand il faut injecter ou stocker de l'énergie. Ou voilà, tout autre type, donc ça peut être aussi avec la mobilité électrique, consommation sur une entreprise avec des frigos, donc une consommation en bandeau assez importante. Puis du coup, on peut stocker le solaire dans ces batteries. Puis là, on voit, ils ont prévu aussi des emplacements supplémentaires pour faire des extensions. De la même manière, ici, il y a des plots supplémentaires pour dire, on commence avec, comme ça, on peut rajouter un 7e, un 8e. Au niveau de l'équipe, pas énormément de changements pour vous. Peut-être juste côté Suisse orientale. Donc, Luc Mayer, lui, il a changé de poste. Il va justement s'occuper plutôt des containers, donc des très gros projets. On a des projets à 70, 40 MWh. Et puis, c'est donc Mac qui prend le relais pour cette partie. Et ben voilà, on a juste un tout petit peu dépassé. Ouais, merci Gabriel pour la présentation. Au niveau des questions, il n'y en a pas eu durant ta présentation. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, sinon on peut clore pour aller manger. Ça veut dire que tu étais très clair. Ils ont vu les nouveaux prix SolarMark, donc il va y avoir une avalanche de commandes d'ici cet après-midi. Ah ouais, je pense qu'ils sont. Donc, pour vous dire aussi, effectivement, on a quelques projets en Romandie, mais ça a commencé plus lentement que dans d'autres régions. Parce que je crois que justement, les installateurs, en majorité, la logique, c'est de chercher des toits pour mettre du solaire. Et puis par après, vous dites, peut-être on peut mettre la batterie. Mais en fait, il y a plein de cas où en fait, on pourrait déjà mettre la batterie alors que voilà, ce n'est pas forcément corrélé au solaire. Limitation des pics de puissance, ce n'est pas forcément directement corrélé au solaire. Si vous avez de la mobilité électrique, c'est de la même manière, il n'y a même pas forcément de panneaux solaires sur l'installation. Donc il y a plein de cas aussi qui peuvent faire que c'est utile. Utile et rentable. On a reçu une question de Marc. Vous mentionnez l'intérêt marqué pour les agriculteurs. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur la région de Genève et si en termes d'autorisation de construire, ces derniers, zones agricoles, peuvent bénéficier des procédures accélérées APA, VS ordinaire DD? Non, la plupart des agriculteurs, c'est plutôt Suisse centrale, Lucerne, tous ces cantons-là. Comme je dis, à Romandie, ils n'ont pas eu. Il y a eu quelques cas. Je crois qu'ils ont touché la subvention. Par contre, pour les demandes d'autorisation, ça c'est pareil, c'est encore assez flou parce que ces demandes d'autorisation, ça émane des communes. Donc c'est un peu chaque commune qui fait sa politique. On a eu des cas où en fait, ça a été considéré comme faisant partie de l'installation d'énergie renouvelable et donc pas besoin du permis de construire. C'est assez rare. En l'occurrence, c'était la commune, le maître d'ouvrage. Donc, je pense qu'ils se sont un peu. Ils ont fait leurs règles et ils se sont auto-validés. Mais ouais, ça pourrait être une option. En fait, ça rendrait tout le monde. À partir du moment où on met des panneaux et puis on dit je rajoute la batterie, au final, est-ce que je dois faire un permis de construire? Ça, ce serait le mieux. Mais ouais, aujourd'hui, en règle générale, comme il y a une fondation, qu'on rajoute quelque chose à l'extérieur du bâtiment qui n'est pas collé au bâtiment, en général, on doit faire le permis de construire et puis faire toutes les demandes afférentes, quoi. Donc, sécurité incendie, sécurité protection des eaux, tout ce genre de choses. Mais ça, voilà, c'est commune par commune. Si. Et puis, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je propose qu'on. Tout bon. Alors, voilà, vous pouvez aussi me contacter pour Intersolar, pour qu'on regarde les nouveautés ensemble. Et puis, venez aussi sans autre à la soirée suisse. Sinon, on se verra au prochain événement SolarMarkt. Avec plaisir. Allez, ciao. Au revoir. Bye.